J'ouvre le débat. Celui qui veut poser une question, donc il est le bienvenu. Le micro, il est juste là. Je vais prendre peut-être 3 questions dans un premier temps. Voilà, s'il y en a d'autres, on verra. Voilà. Allez-y. Vous prenez juste le micro, il est là devant vous. Présentez-vous d'abord. Bon, salam alaikum, c'est M. Faisal Azrine, étudiant Master 1, Psychologie de travail et des organisations, option gestion des ressources humaines. Bon, j'ai une question à vous poser sur... pour qui, s'il vous plaît? Pour qui? M. Youssef Khojan. Ah, Youssef Khojan, d'accord. J'ai une question à vous poser sur l'assurance sociale de ces maladies. L'assurance sociale. L'assurance sociale. Est-ce que toutes ces maladies, les maladies psychologiques, elle est prise en charge par les caisses sociales? Elle est prise en charge par les caisses sociales algériennes ou non? Et lorsque je dis les caisses sociales, je dis bien la CNAS. Ainsi que j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des nouvelles lois qui obligent les employeurs à respecter cet aspect du corps humain? Sachez que c'est un aspect indispensable pour que la personne soit performante dans son travail, dans son exécution de travail. Et merci. Merci, cher étudiant. Donc, je ne sais pas s'il y a une deuxième question. Voilà. Donc, donnez le micro pour notre collègue, M. Abdouhab. Louhab, c'est ça. Bonjour tout le monde, c'est M. Fergani, enseignant au département de psychologie. Je voudrais juste faire une petite intervention par rapport à la communication de M. Djeffel. Donc, je pense que la santé psychologique, ça relève aussi du domaine de l'intime. C'est-à-dire que l'employé, généralement, bon, je ne sais pas, chez nous, hein, l'employé n'a pas forcément envie d'exprimer sa souffrance. Donc là, je suppose que c'est lui-même le frein pour cette prise en charge de sa santé dans le domaine de travail. Parce que moi, je suis clinicien, je reçois dans ma consultation des personnes en souffrance qui travaillent en même temps, mais ils ont des troubles, quand même des troubles, on va dire, dont ils n'ont pas envie que l'entourage, d'abord familial, alors là, l'entourage professionnel. Ils n'ont pas envie que l'employeur soit au courant de leur souffrance. Et donc voilà. Et puis, généralement, ils sont rares les personnes, les patients qui nous ramènent des formulaires de l'assurance sociale pour que leur consultation soit prise en charge. Généralement, ce sont des employés d'entreprises multinationales qui sont un petit peu, on va dire, qui s'inscrivent un petit peu avec un esprit occidental. Donc là, je pense que en fait, c'est l'employé vraiment qui freine en fait cette problématique-là. Et mon deuxième commentaire, peut-être c'est une question très directe à M. Khoudja, c'est par rapport à ce concept de contrat psychologique. Je me demande s'il y a des outils d'évaluation, genre questionnaire ou échelle, pour pouvoir avoir une évaluation, voire pour pouvoir quantifier. Parce que là, il me semble que c'est quand même très contrat psychologique, mais
comment peut-on le mesurer, le quantifier? C'est un concept plutôt vague. Donc je me pose juste comme ça une question, est-ce qu'il y a des échelles ou des questionnaires qui permettent d'avoir une idée générale sur le contrat, parce que je suppose que tout le monde, on est tous concernés par ce concept, donc voilà, et je vous remercie. Merci M. Fergani. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Oui, allez-y. Après, je vais prendre après M. Rouas. Est-ce que je peux intervenir Ah, d'accord. Ok. Allez-y. Donc, ma question, c'est... puisque M. Dufel, il est là, il est porteur du projet, donc il a... sur la question de la pratique d'IRH et santé psychologique des employés, exactement, qui doit-on convaincre pour la prise en charge exactement de ces troubles psychologiques et mentaux engendrés dans les organisations, dans les entreprises, dans les milieux de travail. Est-ce que les décideurs des entreprises, après peut-être même les décideurs les plus hauts, lorsque Azdrine a posé une bonne question, d'accord, voilà, la question, je pense, elle est claire. Qui doit-on convaincre pour la prise en charge des troubles psychologiques ou mentaux au milieu professionnel? Et dans votre projet, à quoi vous attendez-vous pour agir pour que exactement les services de ressources humaines, comment vont traiter ces problématiques? C'est comment ils vont agir, comment doivent-ils, voilà, c'est ça ma question, comment doivent-ils agir effectivement? Puisque, est-ce que vous avez, après une année, vous dites qu'on est en deuxième année, est-ce que vous avez des éléments de terrain, au moins exploratoires, les premiers éléments de terrain? Est-ce que les services ressources humaines s'intéressent à cette question de la santé psychologique des employés ou pas? Merci. Merci M. Amalan. Donc on prend aussi la question de notre étudiante, je suppose. Alors, Zulf Laoun, je suis étudiante en Master 2, Communication et Relations publiques. Alors, je m'interroge, Monsieur Benkhouja, c'est ça? Oui. Monsieur Khouja. Youssef Zulflek. Donc, vous avez abordé la question de l'alignation comme un facteur majeur de mal-être du salarié. Et en contrepartie, vous avez abordé les perspectives et des recommandations, telles que la productivité et l'efficacité du salarié. Moi, je m'interroge comment vous expliquer cette productivité et l'efficacité du salarié qui lui-même souffre de l'alignation qui est elle-même, c'est-à-dire c'est un facteur de son échec, je peux dire. C'est-à-dire quelle est la relation, vous n'avez pas abordé la solution, c'est-à-dire déjà des causes comme l'alignation et puis directement les recommandations. Donc moi je ne vois pas comment être productif comme ça, de cette manière. Et merci. Merci. Monsieur Rouas. Une question pour M. Dufel par rapport à l'utilisation de la GRH. On sait bien que le travailleur, il commence par la santé positive psychologique. Dès qu'il commence de travailler, ça veut dire qu'il doit ressentir un bien-être parce qu'il commence à travailler. Après quelques années, il y a une certaine détresse. Ça veut dire on parle de détresse psychologique. Après le détresse, s'il n'y a pas l'intervention,
on trouve des maladies psychologiques. Ça veut dire des maladies comme le stress, comme la dépression peut-être, comme la schizophrénie, comme le bipolaire, etc. dans le domaine de travail. Est-ce qu'on doit intervenir après le détresse ou dans, c'est-à-dire le problème de détresse lui-même? L'intervention, est-ce que sera d'une manière individuelle ou collective? Ça veut dire collectif, ça veut dire tous les travailleurs, ou d'une manière individuelle, chacun, ça veut dire sa façon. Ça, c'est la question pour M. Dufel. Pour M. Amrar, vous avez traité un sujet très important, la famille. On sait bien que la famille, par contre, elle est gérée par une certaine culture. Entre parenthèses, la religion. Est-ce que la religion, on peut adapter les idées de la religion dans le domaine de travail? Ça veut dire, et surtout vous avez cité le conjoint, ça veut dire famille, les deux travaillent ensemble. Est-ce que quand même la façon de voir les choses d'une manière culturelle est adaptée par rapport à la santé psychologique de cette famille? Merci. Merci M. Rouas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, je vais terminer peut-être avec ma question pour M. Amra. Donc, j'aimerais bien savoir, parce que vous avez touché un élément sociologique dans votre communication, qui est la relation famille-travail. J'aimerais bien donc savoir comment la famille influence-t-elle le bien-être au travail. C'est-à-dire, j'attends de vous des points positifs par rapport à cette relation famille-école, famille-travail, pardon. Donc, voilà, donc il y a 5 questions en tout, c'est ça, 5 questions. Donc, je vais donner la parole aux intervenants, un par un, pour répondre à ces questions. Donc, je commence par Dr. Dufel Moukran. Merci, Monsieur le Président. Je remercie aussi mes collègues qui ont certainement touché des points très importants par rapport donc au problème de santé psychologique au travail. Voilà, donc je commence à répondre à mon collègue Amran. Et je savais au départ qu'il va poser des questions parce que chaque fois qu'on se voit, c'est notre sujet. Hein? Ça est devenu notre sujet d'actualité. Alors, M. Amran, il nous pose la question qui est concerné donc par la prise en charge ou bien qui est concerné par voilà, la prise en charge d'abord de ces problèmes avant de passer à la prise, parce que la prise en charge du sens clinique, c'est une personne qui est atteinte, qui nécessite donc une prise en charge. La prise en charge dans le sens qui va s'en charger justement de ces situations alarmantes de détresse psychologique au travail. Donc, il faut savoir que la prise en charge, ou bien ceux qui vont participer donc à la prise en charge de ces problèmes, il n'y a pas un seul acteur. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un ensemble d'acteurs. Parmi les acteurs, je commence par l'employé lui-même. Je commence par le travailleur lui-même. D'ailleurs, avec le témoignage de Dr Fergani, qui est psychologue clinicien et praticien aussi, donc il a avoué maintenant qu'il y a des salariés qui souffrent, mais ne déclarent pas. Il ne déclare pas, moi je dirais que, parce que peut-être il a peur de l'employeur, parce que peut-être il n'a pas l'information, il n'a pas trouvé un cadre, hein, il n'a pas trouvé un cadre pour exprimer sa détresse ou bien sa souffrance au travail. Donc, ce cadre, il doit d'abord exister. Mais pour que ce cadre existe, il doit y avoir l'intervention, les efforts, ils doivent coordonner. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'acteurs qui doivent coordonner autour de cette question. Donc, il y a l'employé lui-même. Il doit être informé sur ces problèmes psychologiques au travail. Il y a des gens qui travaillent
il est il est dans la détresse, il est dans le stress, il arrive même à l'étape de l'épuisement, mais pour lui, il est inconscient de sa situation. Donc, dans une organisation, il doit avoir un cadre qui va permettre à ce salarié de se situer d'abord. Est-ce qu'il est en bonne santé au travail ou pas? Ce cadre, donc, il y a bien sûr l'employeur. L'employeur, il doit donc accepter, il doit adhérer à cette donc prise en charge des problèmes psychologiques au travail. Alors maintenant, si on veut prendre l'exemple de chez nous, il faut savoir que actuellement, selon nos recherches, il n'y a que les pays scandinaves qui sont un petit peu avancés par rapport à ce sujet, parce que parler du bien-être, chez nous par exemple, peut-être même le concept il n'est pas encore vulgarisé, il n'est pas encore connu. Et ça fait partie donc des objectifs de notre l'organisation de cette journée aujourd'hui. Donc les pays scandinaves, ils sont très développés dans ce sens. Mais chez nous, il n'y a pas cette culture de bien-être, cette culture du bonheur au travail, et cette culture de la qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce qu'il faut un cadre. Il faut un cadre et il faut l'intervention de plusieurs acteurs. Donc il y a l'employé, il y a l'employeur qui doit adhérer à cette démarche. Il y a aussi les syndicalistes, par exemple. Le travail syndical, ce n'est pas l'augmentation de salaire. Le travail syndical, ce n'est pas la promotion, ce n'est pas uniquement des attributions matérielles. Donc le syndicat, les syndicalistes doivent être formés dans ce sens. Bon, je n'accuse personne, je n'accuse aucune organisation, mais la réalité, elle est là. Un syndicaliste, il doit être au courant de la souffrance. C'est quoi la souffrance? Et quand est-ce que le problème psychologique commence? Parmi ces acteurs, je vais enchaîner directement à la deuxième question de M. Amran, les ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines? Pourquoi le service ressources humaines? Si on veut revenir un petit peu à la composante d'un organigramme d'une entreprise, c'est vrai, il y a plusieurs services. Le service ressources humaines, c'est le service qui est le plus proche de l'employé. Il fait un trait d'union entre l'employé et l'employeur. Donc, on aspire à travers notre projet, bien sûr. Jusqu'à présent, on se prépare. On se prépare pour commencer notre travail du terrain. Le travail du terrain n'est pas facile. Donc, on aspire à ce qu'on réalise, on commence déjà des entretiens exploratoires, à partir de cette année, des entretiens exploratoires auprès de tous ces acteurs qu'on a cités tout à l'heure, pour savoir d'abord, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'ils arrivent à définir d'abord ces problèmes de santé? Est-ce qu'ils existent pour eux? Est-ce que ces problèmes de santé existent? Et comment les définir? Donc ça sera notre première étape à partir de cette année. Dans un deuxième temps, bien sûr, une fois passé l'étape de l'exploration et la recherche avancera, bien sûr, on aspire arriver à un programme de formation pour les gestionnaires des ressources humaines. Programme de formation dans le sens où ils doivent être les acteurs principaux de la prise en charge de ces problèmes psychologiques au travail. Les gestionnaires des ressources humaines, tout seuls, ils ne peuvent rien faire sans l'apport, sans un apport budgétaire, sans l'aval des responsables des entreprises et sans aussi la collaboration des syndicalistes et de l'employeur lui-même. Voilà, c'est pour la troisième question, l'intervention. Sur l'intervention de M. Ouest, je veux revenir sur la nature de ces problèmes de santé psychologique au travail. Pourquoi un problème de santé psychologique au travail? Il a parlé de la détresse. La détresse, par exemple, au travail,
ne s'installe pas d'une manière, c'est-à-dire la détresse, quelqu'un qui est en détresse, ce n'est pas un état, comme il a dit, un état actuel, comme il a dit tout à l'heure, monsieur. C'est un cumul de situations. C'est-à-dire, pour juger quelqu'un qui souffre au travail, ou bien de détresse au travail, c'est-à-dire il a cumulé déjà, peut-être pendant une année, des mois et des années, un cumul de pression dans son travail pour qu'il arrive à cette situation. Mais, donc, je réponds en même temps, je vais enchaîner avec la question de notre étudiant Azrin. Voilà, donc pour la sécurité sociale, la prise en charge d'une maladie, il doit y avoir une prescription. Il faut qu'il y ait une prescription, il faut qu'il y ait un papier. Alors, actuellement, les assurances sociales prennent en considération les prescriptions psychiatriques. C'est-à-dire, il faut arriver au point de consulter un psychiatre qui va recommander donc, une prise en charge à cette personne. Donc, le problème, il est dans la prescription. Pour rembourser, ou bien pour envoyer quelqu'un pour un congé de maladie, pour un repos, il va se retirer du travail, il doit y avoir du concret. Il doit y avoir une prescription médicale. Voilà un petit peu le problème où est-ce qu'il se pose par rapport aux assurances sociales. Je pense que j'ai répondu un petit peu à vos questions. Merci, merci. Bien sûr, tu as fait le tour. Maintenant, directement, notre collègue M. Khoja, à vous la parole si vous avez quelque chose à rajouter. Donc, merci pour Monsieur le Président pour la prise de parole. Donc, pour la question qui m'a été posée sur les échelles de mesure de contrat psychologique. Donc, il y a, selon mes lectures, donc je me suis trouvé devant des échelles de mesure de l'échelle de Denise Rousseau en 2002 qui a été révisée en 2005 par Sylvie Guerrero. Donc c'est une échelle qui mesure ce que l'employé attendait et ce qu'il trouve réellement sur le terrain. Donc, ça, c'est le contrat psychologique. Donc, lorsqu'on parle de la violation ou de la rupture, donc, il y a deux façons de mesure de contrat psychologique. Donc, il y a la façon de mesure directe, il y a la façon de mesure de la soustraction. Donc, l'échelle de Denise Rousseau mesure les deux contrats, le contrat de l'employé, ce que l'employé attend de son organisation et celle de l'organisation, qu'est-ce qu'elle attend de l'employé ou de l'employé. Donc, il y a deux parties ou deux blocs. Donc, on fait la soustraction de ce que je m'attendais et de ce que je trouve réellement. Donc, il y a une soustraction de chaque item. Donc, c'est une échelle qui contient la partie réservée aux attentes de l'employé. C'est selon le Rousseau 32 items, mais avec la révision de Guerrero, donc sont réduits à 26 items. Et la partie réservée aux attentes de l'organisation, donc il y a 26 items selon les Rousseau et ont été réduites selon Sylvie Guerrero en 2005 à 23 items.
Il y a une autre échelle de René Schalk en 2002 qui contient 54 items. Donc, c'est une échelle à l'échelle de Likert, contient de 5 propositions de réponse. Donc, sont les deux échelles. L'échelle de Rousseau. Donc, c'est Sylvie Guerrero qui me l'a envoyé en 2014. Donc, j'ai contribué à la traduction de cette échelle de l'anglais et en arabe. Donc, elle est disponible sur Internet dans ma thèse de doctorat. Et il y a une autre échelle de Schalk qui contient deux types de contrats, le contrat relationnel et transactionnel. Donc, celui qui veut travailler sur les deux échelles, donc je peux leur donner. Et pour la question de l'étudiante de SIC de communication, donc elle parle de comment un salarié ou un employé aliéné peut produire. Certainement, donc lorsque quelqu'un qui est démotivé, c'est quelqu'un qui est aliéné, qui a une détresse psychologique, donc sa production diminue. Mais on ne peut pas dire qu'il ne produit pas ou il n'est pas motivé. Par exemple, surtout actuellement, on peut se comparer, quelqu'un qui travaille, il peut se comparer à son homologue ou à son collègue, à son ami, à son voisin, quelqu'un de la famille, donc qui ne travaille pas. Donc il peut dépasser cette étape. Donc il doit produire, il doit rester, sinon il va disparaître. Donc d'une façon ou d'une autre, lorsque je parle de disparition, donc il peut être licencié ou avoir des problèmes dans son poste de travail. Donc, lorsque je parle de l'aliénation, donc il y a plusieurs dimensions de l'aliénation. Donc, il y a quelqu'un qui est résigné. Donc, il y a ce qu'on appelle le powerlessness en anglais, ou l'impuissance ou la résignation, selon Seligman. Donc, quelqu'un qui est résigné, donc il ne peut pas produire, mais également dans un autre côté, il y a des obligations et des engagements qu'il doit à son entreprise. Donc, il doit produire. Dans la perspective, j'ai mentionné encourager les chercheurs permanents à produire ou à avoir des productions scientifiques en utilisant ou en exploitant certains espaces scientifiques comme celle d'aujourd'hui. Donc c'est un espace qu'on peut exploiter pour dépasser l'aliénation ou le sentiment de l'aliénation. J'aimerais bien que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Sroja. Donc, je passe directement la parole à notre doctorant, Amrar Hassan. À vous la parole. Merci. J'ai reçu deux questions. La première, c'est sur le bien-être au travail, et la deuxième sur... Je m'excuse, juste une minute. Donc, on va libérer M. Nguerouch. Il a une réunion, d'autant plus qu'il n'a pas de questions destinées à lui. Donc, merci pour votre participation. Merci, cher. Merci. Alors, par rapport au bien-être, la première des choses, c'est que le constat qui a été fait un état des lieux des recherches antérieures, la plupart des recherches et méta-analyses n'ont pas directement touché au bien-être. Ils ont abordé un concept très proche du bien-être qui est la satisfaction au travail. Et énormément de recherches que j'ai citées suggèrent un lien positif avec
le bien-être au travail. Donc, le comment l'enrichissement travail-famille influence le bien-être au travail, c'est par rapport, c'est-à-dire, c'est une question qu'il faut d'abord poser. Est-ce qu'il y a un lien positif et significatif entre enrichissement et bien-être? Ensuite, on posera la question comment. C'est, j'espère, les pistes de recherche que nous avons proposées à travers notre analyse de la pertinence, et nous espérons y répondre, c'est-à-dire personnellement avec une recherche. C'est ce qu'on vise. Également, par rapport à la deuxième, j'espère avoir répondu, par rapport à la deuxième question qui porte sur le rôle de la religion sur l'enrichissement travail-famille, je dirais oui, à partir du moment où la religion influence les modérateurs qui ont été cités à la fois dans la théorie et à travers les avancements apportés à ce modèle théorique. Il y a trois modérateurs apportés par la théorie que sont la science du rôle, entre parenthèses, est-ce que le rôle est fondamental dans l'identité de l'individu? Est-ce qu'il se considère comme, par exemple, s'il est ingénieur, il considère que le fait d'être ingénieur est l'élément principal de son identité. Donc, il y aura un enrichissement famille-travail. Par contre, si il considère le fait d'être père comme l'élément fondamental de son identité, alors il y aura un enrichissement du travail vers la famille, par exemple. Deuxième modérateur qui est la pertinence perçue de la ressource. Est-ce que il considère la ressource qui va être transformée comme pertinente dans le rôle dans lequel elle va servir? Troisième élément, la cohérence entre la ressource, qu'elle soit le capital social, le gain psychologique, physique, flexibilité, ressources matérielles ou les compétences et les perspectives, elles sont considérées comme cohérentes par rapport à ces normes, à ces exigences au poste. Il y a une cohérence. Enfin, il y a d'autres modérateurs dont on a prouvé un lien significatif, sont la culture nationale. La culture nationale modère effectivement la relation entre l'enrichissement travail-famille avec certaines autres variables. Donc, on sait qu'en Algérie, la religion a influencé la culture nationale. Donc, ce serait bien de poser la question en quoi la culture nationale algérienne influence sur l'enrichissement travail-famille. J'ouvre la parenthèse, les recherches ont découvert que la culture nationale a un effet positif, modérateur, elle modère positivement la relation entre enrichissement et d'autres variables en Occident. Par contre, en Orient, elle est faible dans les cultures nationales orientales. Voilà. Je pense avoir répondu. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Amrar. Donc, vous voulez poser une question? Donc, ok, je vous donne la parole. Donc, on voulait faire la clôture à travers votre dernière question. J'ai une autre question pour M. Amra. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le moment de revoir et de reconstruire de nouvelles règles et de nouvelles lois concernant le travail de la femme en Algérie? Je vous remercie d'avoir abordé un élément que je n'avais pas mentionné, le genre, c'est-à-dire l'enrichissement travail-famille. Parce que l'interface travail-famille, elle a deux parties, le conflit et l'enrichissement. Ce n'est pas parce qu'il y a enrichissement qu'il n'y a pas de conflit. Il peut y avoir un conflit en même temps enrichissement. D'accord? En ce qui concerne les femmes, c'est surtout le conflit qui est le plus saillant, c'est-à-dire l'élément le plus important. Si on arrive à prouver avec des recherches scientifiques que il y a une nuisance par rapport au bien-être et à la performance,
comme j'ai cité dans ma recherche, ça veut dire qu'il y a un désavantage chez les femmes. Surtout bien-être et performance. Une baisse de rentabilité et une baisse du bien-être. Donc, on peut poser la question, est-ce que c'est une injustice sociale? Voilà. Donc, à partir de là, je laisse le travail aux juristes et aux médecins du travail de continuer. Voilà. Merci, M. Amra. Donc, voilà, merci tout le monde, merci les intervenants, aussi les présents dans cette salle pour ce débat. Donc, je déclare la clôture de cette séance. Et donc, je vous invite d'ici quelques instants, peut-être même pas 10 minutes. Donc, on va clôturer la journée. Donc, le premier atelier, c'est déjà fait. Donc, en attendant juste quelques instants, donc, veuillez donc assister à cette clôture et merci.